7. Alors si je vous dis Usain Bolt, Teddy Riner, Lorman Odou, Martin Fourcade, bon, vous pensez tout de suite aux médailles d'or, à la gloire ou même au record du monde. Mais pour atteindre le podium, vous devez vraiment passer par beaucoup d'épreuves et de sacrifices. Ouais, approchez-vous mes marlins, je vais vous montrer le parcours hardcore et plein de rebondissements des sportifs olympiques. Déjà, on va voir pourquoi dès le départ, certains ont plus de chances que d'autres de gagner. Quelles sont d'ailleurs les étapes à suivre pour participer aux JO, les nombreuses difficultés de plus en plus hautes qui attendent les athlètes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul vainqueur de la médaille d'or, qui est la récompense d'un parcours qui commence souvent très tôt dans la vie du futur champion. Et bien justement, là, notre cobaye Gustave a décidé qu'il voulait devenir champion olympique. Mais bon là, vu l'état de son survêt, je crois qu'il a quand même besoin d'un meilleur équipement pour s'entraîner. Voilà, justement, ça tombe bien car j'ai un bon plan grâce à notre partenaire Igral. En fait, Igral, c'est tout simplement le service qui vous permet de rembourser une partie de vos achats en ligne. Et ça fonctionne via leur site, leur appli ou même leur extension. Par exemple, là, vous voulez vous acheter une paire de crampons Nike pour vos entraînements, eh bien, pas de problème, pour Gustave, on peut lui donner ça. Et Nike fait évidemment partie des 1800 marchands partenaires du cashback Igral, avec par exemple Cdiscount, Asos, Uber Eats, etc. Perso, par exemple, maintenant, j'utilise toujours Igral quand j'achète, par exemple, quelque chose sur Internet, quoi. Je le précise d'ailleurs, c'est un service qui est gratuit et qui est sécurisé. Regardez, là, j'ai commandé des crampons sur le site de Nike avec l'extension Igral. Et là, j'ai déjà reçu mon cashback. Et en fait, ne pas passer par Igral, c'est un peu comme perdre de la thune, quoi. Et en plus de ça, on peut récupérer la cagnotte à partir de 20 € seulement. Donc là, vous voyez, c'est sympa pour Gustave, ça lui permet de faire des économies, de s'équiper. En même temps, il fait attention à sa thune ces derniers temps. Bonne nouvelle, là, c'est les soldes. Ça permet de faire encore plus d'économies. Et justement, j'ai des bons plans pour vous par rapport à ça, parce que si vous passez par mon lien en description, vous avez 10 € offerts à l'inscription, au lieu de seulement 3. Ça veut dire que vous pouvez cumuler les 10 €, le cashback, les codes promo et les soldes. Voilà. Donc avec tout ça, notre cobaye Gustave est clairement prêt pour son entraînement olympique, je pense. Mais pour ça, faut retourner dans son passé, et justement, faut que je vous parle de l'exemple d'Usain Bolt, qui est quand même considéré comme le plus grand sprinter de tous les temps. Il a quand même remporté 8 médailles d'or au JO et détient toujours 3 records du monde de vitesse. Et son histoire, elle commence alors qu'il n'a que 12 ans. Et à ce moment-là, Bolt montre déjà un talent exceptionnel pour courir, et courir vite, quoi, tu vois. En fait, son prof comprend que Bolt, c'est un futur prodige, sans doute, et il l'encourage à s'entraîner sérieusement. À partir de là, un spécialiste du 100 mètres le prend en charge et il l'aide à progresser plus vite. En fait, c'est souvent comme ça que ça se passe pour les futurs champions olympiques. Ils sont vraiment pris dès le berceau, quasiment. Voilà, à 12 ans, mais t'as compris, quoi. Alors que nous, à cet âge-là, on bouffait plutôt nos crottes de nez, quoi. Et on aimait ça, quoi. Enfin, je sais pas pour vous, mais bon. Et là, si notre cobaye Gustave, il veut gagner sa médaille d'or, il va devoir commencer très jeune également. Vous, par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu parler des sœurs Williams, qui s'appellent Serena et Venus? En fait, il s'agit de 2 championnes de tennis qui ont gagné 4 médailles d'or chacune au JO. Pour des sœurs, c'est quand même pas mal, quoi. Et il se trouve que leur histoire avec le sport, elle commence très tôt. En fait, leur père les entraîne dès qu'elles ont 4 ans. Pas de temps à perdre, quoi. Sachant que le papa, pour vous dire, il a aucune expérience dans le tennis. Il sait à peine c'est quoi une balle, quoi. Pourtant, il est persuadé de savoir comment les emmener jusqu'au sommet de ce sport. Le gars est quand même confiant, quoi, tu vois. Et du coup, ça a marché, apparemment. Mais il a quand même été très critiqué car il leur a imposé un entraînement hardcore dès le plus jeune âge. Mais bon, le fait de commencer très tôt, ça donne un énorme avantage parce que plus on commence tôt, plus on accumule des années d'entraînement et d'expérience. Donc, notre cobaye n'a pas de temps à perdre. Mais attention, il n'y a pas que l'entraînement qui peut vous avantager ou vous désavantager en compétition. Certaines personnes, comme Usain Bolt, sont nées avec des petits trucs en plus. Il est quand même très grand, il fait 1m95 et en plus il est mince, c'est quand même un bon combo. Ce qui fait que sa grande taille lui permet de franchir jusqu'à 2,7 mètres à chaque enjambée. Alors que ses adversaires, ils doivent faire 4 pas de plus sur 100 mètres. Ça fait donc une grosse différence. Mais en plus du physique, il y a aussi une question de génétique. Par exemple, actuellement là, on compte plus de 200 gènes qui sont liés aux performances sportives. Ce qui fait que plus vous avez ces gènes-là, meilleur vous serez techniquement. Je sais, Gustave, vous voyez, mais on peut être un peu découragé, mais quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, quoi. Enfin, on va voir s'il y a de l'espoir. Par exemple, ils ont carrément trouvé un gène qu'ils ont nommé le gène du sprint. Et ce gène-là, il aide tout simplement les muscles à se contracter plus rapidement. Ce qui est très utile, en fait, pour les sports qui sont explosifs, où le sprint, il faut faire tchac, 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 tchac. J'espère être assez clair, quoi. Mais oui, c'est clair. Alors qu'à l'inverse, il existe un gène qui fait que les muscles se contractent plus lentement. Et ça peut être un atout pour les sports qui sont liés à l'endurance, comme le marathon, le cyclisme, etc., où il faut pédaler ou courir pendant des heures. Donc, en gros, si vous n'avez pas les bons gènes pour le bon sport, vous serez condamné à ne jamais pouvoir faire partie de l'élite. Mais ça, c'est que la première difficulté avant les vrais problèmes de santé, d'argent, de vie sociale qui vous attendent, quoi. Et on va en parler, c'est justement pour ça qu'on est là. Mais heureusement, il y a quand même aujourd'hui 43 disciplines au JO, en tout cas à l'été 2024. Donc vous en trouverez forcément une dans laquelle vous êtes avantagé. Athlétisme, aviron, badminton, BMX, équitation, escalade, escrime, natation, lutte. Et pour les trucs vraiment insolites, accrochez-vous parce qu'il y a même trampoline, skateboard, breakdance
Et golf, trampoline quand même les gars, à un moment, qu'est-ce qu'il fait quoi? Mais bon, l'épreuve peut-être la plus emblématique de tous les JO, c'est le 100 mètres. Et ça tombe bien puisque notre cobaye semble avoir les gènes et le physique qui sont parfaits pour ça. Donc on va voir jusqu'où il peut aller. Et donc c'est quand même marrant de se dire que certaines légendes du sport ont failli complètement passer à côté de leur carrière si elles avaient pris le mauvais sport. Parce que elles auraient tablé sur le mauvais gène. Et ça c'est par exemple le cas de Ryoko Tani. Parce qu'elle, dès 8 ans, elle se dit « Ok, papa, je fais du judo ». Sauf que, c'est pas papa mais c'est maman, elle veut à tout prix qu'elle fasse du tennis. Et là Ryoko, elle dit non, elle ne l'écoute pas. Et elle prend du coup des cours de judo. Finalement elle évolue bien, elle franchit les étapes, machin, et elle se qualifie pour les JO. Et là, elle remporte un total de 5 médailles olympiques dans sa carrière. Mais il y a aussi Michael Phelps, qui est un monstre de natation. Lui. Parce qu'il a quand même gagné, je pensais pas qu'on puisse en gagner autant, il a gagné 28 médailles olympiques, dont 23 médailles d'or, qui est quand même un record historique. Pourtant, lui, à 7 ans, il avait extrêmement peur de mettre la tête sous l'eau. C'est quand même bien rattrapé, quoi. Et sa mère, elle avait juste inscrit à un cours de natation pour l'aider à surmonter cette peur. Et c'est là qu'il a découvert qu'en vrai, l'eau, c'est pas si mal, quoi, et qu'il n'y a pas tant de requins que ça dans une piscine. C'est vrai, ça, on n'en parle pas assez. Bref, vous avez capté, faut déjà répondre à beaucoup de critères juste dès le départ, alors que le chemin vers la médaille d'or commence à peine. Aux États-Unis, Simone Biles, elle est vue comme l'une des meilleures gymnastes de tous les temps. Et c'est simple, Simone, elle est repérée par une prof de gym quand elle a 6 ans. Et 2 ans après, elle a déjà le niveau pour se qualifier aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Sauf que ces JO ne sont ouverts qu'aux athlètes de 15 et 18 ans. Donc elle est quand même un peu précoce, quoi. Du coup, en attendant, elle participe aux compétitions régionales, puis nationales. Et à chaque fois, soit elle finit première, soit dans le top 3, quoi. Après, même si elle a un talent de ouf, ça se fait pas en claquant des doigts. Simone, elle s'entraîne 30 heures par semaine, avant et après sa journée de cours au collège. Vraiment, elle a un double emploi du temps, quoi. Honnêtement, vous, combien de temps vous seriez capable de tenir sur des barres parallèles ou à faire des sauts périlleux, quoi? Bref, l'exemple de Simone, il est assez représentatif quand même du début de carrière des futurs athlètes olympiques. Ils sont repérés jeunes et ils suivent une formation ultra intense dans leur discipline. Et là, les premières compétitions et les premières victoires arrivent assez rapidement, jusqu'à atteindre un niveau national puis international. Et notre jeune Gustave, vous le voyez, il s'entraîne dur, comme Simone Biles. Et donc, il faut vraiment réaliser, c'est intense et difficile. C'est-à-dire qu'il en bave, plein de fois, il a envie d'abandonner, il se dit que c'est trop dur, que c'est pas fait pour lui, que pourquoi il vit ça alors que d'autres enfants de son âge, ils ont une vie plus sympa. Il y a vraiment du sacrifice, quoi. Sauf que ce sacrifice, c'est celui qui est nécessaire pour arriver au plus haut sommet, celui des JO. Enfin, sauf dans certains cas exceptionnels, dont on reparlera plus tard. Mais bon, en plus de l'entraînement, les premières difficultés arrivent, notamment la jalousie et les moqueries. Oui, parce que Simone Biles, elle a subi beaucoup de moqueries sur son physique au début de sa carrière. En fait, elle était petite, elle était très musclée, elle était bourrée d'énergie, ce qui lui a valu des surnoms pas très cool, quoi. Et pareil pour Allyson Felix, qui est une championne de sprint qui a remporté 11 médailles olympiques. Parce que elle, ses jambes, ses bras et son cou sont très fins, un peu comme une gazelle, quoi. Ce qui lui a permis d'être aussi forte, quoi. Sauf qu'au début de sa carrière, certains l'appelaient jambe de poulet. Ils avaient les boules. Et là, notre cobaye n'échappe pas non plus aux moqueries. C'est pas sympa, on l'appelle jambe de dindon, quoi. Alors que non, il ressemble aussi un peu à une autruche quand même entre nous. Et après, c'est pas tout parce qu'il y a aussi un autre problème, c'est la vie sociale. Parce que forcément, si une partie de votre vie c'est l'école et que l'autre partie c'est l'entraînement pour le sport, il vous reste plus aucun temps libre, à part dormir vite fait et manger. Et donc, vous ne voyez personne et faut subir une pression énorme, comme les adultes. Vous voyez par exemple le français Gabriel Bordier, il est qualifié pour les JO 2024. Et en parallèle, lui, il est interne aux médecines. Donc, concrètement, il ne lui reste aucun temps pour lui. Et donc, tous ces jours de repos, le moindre temps libre qu'il a, sont consacrés à l'entraînement sportif. C'est pas le seul, une autre française, Léna Candy-Sounon, vise aussi les JO 2024 en plus de son master à Sciences Po. Et elle s'entraîne à Rennes alors qu'elle étudie à Paris. Et donc, elle raconte qu'elle n'arrête pas, elle est toujours avec sa valise. Et pour avoir une chance aux JO, en fait, elle a dû étaler son master sur 4 ans au lieu de 2. Sinon, elle avait vraiment littéralement plus le temps de dormir. Bref, un athlète, quand il veut viser les étoiles, il est obligé de faire ce genre de sacrifice. Et là, notre cobaye Gustave, c'est exactement pareil. Il a plus aucun pote, il a abandonné tous ses autres loisirs, le ciné, les jeux vidéo, aller boire des petits coups, tout ça c'est terminé. Et puis, en plus de ça, les sportifs débutants doivent faire face à l'échec. Parce que forcément, pour tous ceux qui ont réussi là dont je vous parle, combien il y en a qui ont essayé, qui sont allés très haut, mais qui ont, entre guillemets, échoué. Qui sont numéro 2, 3, 4, 10, 20, 100. Et au début, en vrai, ça aussi, ça fait partie des règles du jeu. Ils vont perdre encore et encore. Et dans le lot, certains vont abandonner en cours de route. Mais heureusement, les grands sportifs, ça arrive souvent aussi avec des grands coachs. Et en début de carrière, les coachs, ça joue un rôle crucial. Par exemple, en 2005, Max Whitlock a dû prendre l'une des plus grandes décisions de sa carrière.
J'étais juste un jeune enfant de 12 ans, à peu près au début de ma carrière en gymnastique. Sauf que mon entraîneur a décidé de partir et de retourner dans sa ville natale, en Slovénie. J'avais donc un choix à faire, suivre mon entraîneur et m'éloigner de ma famille, ou arrêter la gymnastique. Je voulais pas arrêter la gym, je suis donc parti en Slovénie pour y vivre et m'entraîner. Aller là-bas sans savoir quand je reviendrai était très difficile pour moi et pour ma famille. Vous voyez par exemple dans le cas de Max, c'était peut-être la bonne décision s'il voulait réussir. Parce que suite à ça, c'est 6 médailles d'or qu'il a au total. Mais notre cobaye, lui, il n'en est pas encore là. Parce que pour l'instant, il doit continuer à écouter les conseils de son entraîneur. Et après pas mal d'années d'entraînement et de compétition, eh bien là, ça y est, il est temps de penser aux JO. Une Française, Margot Chevrier, a été 5 fois championne de France du saut à la perche. Mais elle, son but ultime, et qu'elle prépare depuis 8 ans, c'est de participer aux JO 2024. Alors, en plus de base, Margot, elle n'avait pas spécialement cet objectif en tête. Mais c'est son entraîneur qui lui a défini un plan de carrière pour arriver jusqu'aux JO. Et donc Margot, elle a fait OK. Elle a accepté la mission et depuis, il s'entraîne pour ça. Et en effet, ça prend du temps de progresser jusqu'à faire partie des meilleurs. Et puis les JO, ils ont lieu tous les 4 ans. C'est pas souvent, quoi. Vous voyez, l'athlète Adlan Viskanov, lui, il fait de la lutte depuis qu'il a 6 ans. Et il a déjà obtenu plusieurs médailles au niveau européen et mondial. Et il se trouve qu'il a fait une promesse à ses parents, et c'était de devenir champion olympique. À partir de là, si t'as pas la pression, je sais pas. Sauf que malheureusement pour lui, comme beaucoup d'autres, pour 2024, c'est pas possible parce qu'il n'a pas réussi à se qualifier. Et vous voyez, pour se qualifier aux JO, il y a 2 façons. Alors déjà, la première moitié des places est attribuée en fonction du classement mondial des athlètes. Et la deuxième moitié est attribuée lors des épreuves de qualification. En sachant que chaque pays a le droit à 3 athlètes maximum par épreuve. Typiquement, pour l'épreuve du 100 mètres, il y a 56 places pour les femmes et 56 pour les hommes. Donc là, pour que notre cobaye se qualifie, puisque lui, il veut faire le 100 mètres, il doit faire partie des 56 meilleurs sprinteurs du monde. C'est donc déjà une bonne prouesse en soi de faire juste partie du classement. Et gardez bien ça en tête, je vous dirai après comment les athlètes se préparent pour devenir le meilleur. C'est quoi leur technique? Et il suffit pas juste d'aller plus vite, plus haut, plus fort, comme le disait le slogan des JO qui avait été inventé par Pierre de Coubertin. Et là, vous dites, c'est qui Pierre de Coubertin quoi? Alors ce mec, c'est lui qui est à l'origine des Jeux Olympiques modernes en 1896. Alors je dis moderne par rapport à ceux qui datent de l'Antiquité, quoi. D'ailleurs, le slogan a un peu évolué parce que maintenant c'est plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. T'es seul à gagner la médaille, mais c'est ensemble, quoi, tu vois. C'est une équipe, quoi. Et en parallèle, les athlètes qui décident de tenter les JO rencontrent de nouvelles difficultés, notamment des problèmes de thunes. Parce que d'un côté, on a des stars comme Usain Bolt qui vont signer des contrats de plusieurs millions de dollars ou d'euros, c'est pareil maintenant. Typiquement, il a été sponsorisé par Puma qui lui a versé 9 millions de dollars par an. Pour devenir tout simplement l'égérie de la marque. Ce qui quand même pour Puma un joli fer de lance, quoi. Pour l'homme le plus rapide au monde quand même. Alors que à l'inverse, la grande majorité des athlètes ont beaucoup de mal à s'en sortir. Typiquement, Margot Chevrier dont on a parlé, celle qui fait le saut à la perche, elle doit dépenser environ 60 000 euros par an, donc 5 000 balles par mois. Et ça comprend son loyer, les frais de déplacement, le matériel, la santé, l'entraînement, juste pour espérer devenir une athlète olympique. Alors, en plus de ses entraînements et de ses études en médecine, elle doit chercher des sponsors. Au début, elle était vraiment galère, c'était vraiment un trou financier, mais même encore aujourd'hui, elle est loin de gagner sa vie. Alors que pourtant, elle est championne de France, je le rappelle. Et justement, il y en a qui ont des petites techniques. Par exemple, le champion de France du saut en hauteur a lancé une cagnotte en ligne. Et donc lui, il a demandé 8 000 euros pour l'aider à financer sa saison 2024. Et d'après lui, il l'a pas fait juste pour avoir la thune, mais c'est parce que vraiment, il n'avait pas d'autre solution. C'était le tout pour le tout, même s'il n'était pas trop à l'aise avec la démarche. Mais bon, en fait, la grande majorité des athlètes de haut niveau ont un travail à côté pour gagner leur vie et pour financer leur sport. Et comme c'est compliqué de faire les deux, il y en a pas mal qui vivent sous le seuil de pauvreté. On peut dire qu'ils prennent un peu le revers de la médaille avant de l'avoir gagnée, quoi. Oh là là! D'ailleurs, on parlera des questions d'argent une fois qu'on l'a gagnée, celle-là. Mais bon, en tout cas pour l'heure, les athlètes qui s'entraînent pour être champions olympiques, ils doivent faire face à un autre genre de difficulté, et qui peut commencer assez tôt, comme par exemple pour elle. Pendant 10 ans, j'ai rêvé de participer aux JO 2024. Mais j'ai décidé de tout arrêter juste avant parce que le milieu du sport de haut niveau est beaucoup trop violent. Mon entraîneur m'a poussé à maigrir pour être plus performante. Je suis arrivée à un poids tellement faible que je n'avais même plus mes règles. Et en 2014, un entraîneur a profité d'un moment où j'étais particulièrement vulnérable. Il a été de plus en plus tactile jusqu'à abuser de moi. Malheureusement, ma plainte a été classée sans suite. Et ça, c'est pareil pour Simone Biles, donc la gymnaste championne du monde. Parce que Simone, ainsi que d'autres femmes et enfants, ont subi les abus du médecin de l'équipe nationale de gym. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu dans les médias, mais ces dernières années, ce genre de témoignages se multiplient. Et pourtant, malgré le contexte difficile, certains sportifs arrivent quand même à se qualifier pour les JO. Et c'est le cas de notre cobaye, Gustave, qui est plus un athlète qu'un cobaye à ce niveau-là, quoi. Ce qui fait que nous allons pouvoir enfin voir les secrets des athlètes qui visent la médaille d'or.
Écoutez, je vous propose de passer une petite journée avec Michael Phelps, qui est donc le champion ultime de natation. Parce que pour se préparer au JO, Michael nageait 13 km par jour. Il se levait à 6h30, puis petit déjeuner, étirement et entraînement dans la piscine. Et au total, il nageait environ 6 heures en 2 séances quotidiennes, en plus de la muscu en salle de sport. Il était plus dans l'eau que dans le lit presque, c'est quand même impressionnant quoi. Et Michael dépensait tellement en énergie qu'il avait besoin de manger 8000 calories par jour. Alors que, voilà, concrètement, un adulte moyen avale environ 2500 calories par jour. Il était donc à 3 fois plus qu'un homme normal, quoi, on va dire. Mais bon, pour bien récupérer, Michael dormait environ 9 heures par nuit, en plus de ses siestes. Ce qui fait que là, vous voyez en fait, la routine des athlètes olympiques se ressemble. Ils se lèvent tôt, ils mangent beaucoup et ils s'entraînent plusieurs heures par jour. Et donc, ça ne fait pas défaut à notre cobaye qui va passer en mode warrior et se donner à fond. Et puisqu'on parle d'entraînement au JO, eh bien c'est le moment pour vous raconter l'histoire de Abebe Bikila. Alors c'est en 1960 que cet Éthiopien a marqué à tout jamais les Jeux Olympiques. Parce que de base c'était juste un soldat de l'armée éthiopienne. Sauf que, accrochez-vous, il intègre l'épreuve du marathon en dernière minute, juste pour remplacer un athlète blessé quoi. Genre oh putain il nous faut quelqu'un, tiens lui il vient. Genre les gars il s'était jamais entraîné pour ça quoi. Et le truc c'est que en plus de ça, le gars il était tellement arrivé last minute qu'il avait aucun équipement. Genre il avait pas de chaussures, des chaussures quoi, enfin pour courir le marathon quoi. Et ce qui fait que, littéralement parlant, ABB court le marathon pieds nus, sans godasses. Le mec, tu vois, il a des couilles, mais il ne monte pas trop. Et à la grande surprise générale, eh bien, il termine la course en 2h15 et il bat le record du monde et il gagne la médaille d'or. Imaginez un peu la gueule des autres athlètes qui se disent, mais putain, le gars, il sort de nulle part et il court pieds nus et il nous bat. Après, c'est quand même rare, quoi. Mais bon, vous verrez qu'il peut se passer plein d'autres surprises pendant les épreuves. Mais pour revenir sur l'entraînement JO, en 2008, le coureur Mo Farah n'a pas réussi à se qualifier pour la finale olympique du 5000 mètres. Là, il était vraiment pas content, ça l'a saoulé. Il a alors changé de coach et il s'est entraîné encore plus dur pour les prochains JO. Et grâce à quoi, eh bien, son entraînement a payé parce qu'il a finalement gagné 4 médailles d'or aux JO. Mais contrairement à ce qu'on imagine, la technique, c'est pas de s'entraîner le plus dur possible. Alors ça peut paraître bête, mais aujourd'hui, les athlètes qui se préparent vraiment sérieusement pour les JO, ils font super attention au concept de pic de forme. En fait, ça sert à rien d'être prêt en mars, parce qu'on peut pas tenir son pic de forme jusqu'en juillet, c'est-à-dire le moment où on sera le plus en forme physiquement et mentalement. Sinon, on risque d'être épuisé au moment fatidique. Donc, on augmente l'intensité des entraînements petit à petit, doucement, afin d'arriver sur un pic de forme au moment des JO. C'est un jeu d'équilibriste pour gérer la charge d'entraînement et effectuer les bons réglages physiques au bon moment. Car ça, c'est l'un des secrets des champions olympiques. En fait, ils se donnent pas à fond dès le début. Comme ça, ils limitent aussi le risque de se blesser. Vous voyez, Gustave, là, il y va mollo, quoi. Doucement, doucement. T'es un peu trop doux là, vas-y quand même quoi, enfin ouais. D'ailleurs, s'il y a un truc qui fait peur à tous les athlètes plus que tout au monde, c'est de se blesser. Genre la blessure de merde juste avant les JO. Et ça, malheureusement, c'est arrivé à Margot Chevrier. Parce que, à moins de 5 mois des JO, elle se blesse à la cheville pendant une compète. Là, elle est opérée dans la foulée et le médecin lui annonce que c'est une fracture assez grave. Pour quelqu'un de lambda, c'est handicapant de se casser la cheville, ça va être chiant, voilà. Mais pour Margot, c'est comme s'il lui a annoncé que jamais elle ne pourra accomplir son plus grand rêve. C'est fini. Sauf que, elle abandonne pas et elle remporte tout. Elle fait brûler le stade. Mais pourtant, elle abandonne pas et elle espère quand même pouvoir s'en remettre assez vite et pouvoir participer aux JO. Et ça tombe bien en parlant de ça, puisque regardez... Hop, 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 la boulette. T'as tapé dans un lapin, mais putain, mais un lapin blanc ici sur la route, ça n'a aucun sens. Ouais, vas-y, qui retourne dans son trou. En fait, le sport de haut niveau, c'est un peu les montagnes russes. On passe du stress à l'adrénaline, de la déception à la joie. On alterne les compétitions intenses et les moments de break. Et beaucoup d'athlètes finissent par craquer et se taper des dépressions. Et en même temps, ils subissent beaucoup de pression. Ils savent clairement que le pays tout entier les regarde. En plus de ça, les places pour les JO sont rares, donc t'as pas intérêt à te louper. Et ils veulent vraiment prouver qu'ils méritent leur place. Et ça tombe bien, enfin nous arrivons au moment où tout va se jouer. Entre 2011 et 2015, la Russie a développé un système de dopage à grande échelle. Alors les gars, ils se sont dit, on va tout rafler, les gars, ils vont rien voir. Et au total, il y a 600 athlètes russes qui ont été dopés. C'est énorme. Ce qui fait qu'en guise de punition, la Russie a été exclue des Jeux Olympiques pendant plusieurs années. Alors, le temps passe et en 2021, cette fois, c'est la Chine qui aurait falsifié des tests d'antidopage de ses athlètes. Mais heureusement, les participants aux JO doivent passer plein de dépistages antidopage. En gros, voilà, c'est différentes prises de sang qui arrivent un peu à des moments un peu aléatoires. Quoi, quand même. Et notre cobaye Gustave, eh bien, les passe et il n'y a pas de problème. Ah non, il s'est pas dopé. Enfin, pas trop. Après,
Après, il a une petite technique à lui, mais c'est pas du dopage, mais c'est que comme il arrive à maîtriser quand même ses rêves la nuit, eh bien, ça lui permet en fait de continuer à s'entraîner durant ceci et à augmenter ses performances. Alors, pouvoir s'entraîner en rêve, c'est une méthode avant-gardiste qui est encore en train d'être testée, mais visiblement, il y aurait quelques expériences scientifiques qui ont montré que quand un sportif s'entraîne à un sport qu'il connaît en rêve, eh bien, ça augmente ses performances quand il sera réveillé. Typiquement, si vous entraînez à faire du tennis alors que vous êtes en train de rêver, vous serez meilleur au tennis. Mais c'est pas encore répandu et puis contrôler ses rêves, c'est quand même pas non plus très simple. D'ailleurs, Michael Phelps, donc le boss en fait de la natation, eh bien lui, c'était pas exactement ça qu'il faisait, mais en fait son coach lui disait de se visualiser avant de s'endormir en train de nager à la perfection. Et il se trouve qu'après, comme il s'endormait avec cette pensée-là, ça allait provoquer des rêves de ce type et l'aider à être encore meilleur dans ses performances quand il était réveillé. Mais bon, pour en revenir à notre cobaye là, Gustave, eh bien il s'est assez vite remis de sa blessure. Eh bien ça tombe bien parce qu'il va pouvoir courir le 100 mètres. Et c'est donc l'heure pour nous de découvrir les coulisses des JO. Déjà, commençons par le village olympique. Cet été, par exemple, il va accueillir 15 000 athlètes. C'est des gens qui viennent déjà de toute la planète, quoi, et vraiment de tous les pays. Assez intéressant, mais pour cette édition-là, eh bien, tous les athlètes vont dormir sur des lits en carton, qu'on appelle des lits anti-sexe. Sachant qu'en plus, ces lits, ils ont créé la polémique lors des précédents JO à Tokyo. Mais en réalité, vous dites, oh, c'est en carton, mais non, ça peut être extrêmement solide. Et le matelas lui-même n'est pas en carton. C'est juste en carton, c'est pour un signe écologique et tout, mais non, ça résiste bien. D'ailleurs, on peut monter plusieurs dessus sans aucun problème, ça ne s'écroule pas. On pourrait même faire du sexe dessus sans problème. Mais bon, comme il y avait des athlètes qui n'étaient pas contents de dormir sur du carton, ils ont appelé ça du lit anti-sexe. Mais ça n'empêchait pas de le faire, quoi. Parce que pour la petite anecdote, c'est quand même connu que les athlètes font beaucoup l'amour, surtout quand ils gagnent. L'organisation le sait et elle distribue des capotes à tire-larigot. Mais bon, en tout cas, au niveau de ce village olympique, il y aura 2 athlètes par chambre, sachant que la chambre fait 12 mètres carrés, avec une salle de bain pour 4. Et donc, il faut partager sa chambre. En plus de ça, tous les Jeux Olympiques commencent par une cérémonie d'ouverture, puis les épreuves durent pendant environ 3 semaines. Et concernant l'épreuve du 100 mètres, elle se déroule en 4 étapes. Il y a des séries éliminatoires, des quarts de finale, des finales, où il reste 8 sprinteurs. Et là, c'est le moment ou jamais d'être en forme olympique, quoi. C'est vraiment le cas de le dire. Bien, sur la ligne de départ, le stress est tellement intense que parfois, ça peut même provoquer des fails. L'athlète, il bug. Trop stressé, ça ne marche pas, quoi. Il y a un truc qui déraille. C'était le cas, par exemple, dans la précédente édition, à Tokyo. Parce qu'au moment de la finale, le sprinter anglais a fait un faux départ. Malheureusement pour lui, ça a dû être insupportable, mais c'est une erreur éliminatoire. Et ça, c'est loin d'être le seul fail des JO. Alors, c'est chiant, mais c'est quand même sympa de se dire que même les meilleurs ratent aussi, quoi. En même temps, il faut réaliser, la pression est énorme et il y a des millions, si ce n'est peut-être des milliards de gens qui vous regardent. Par exemple, les Jeux Olympiques de Londres en 2012 avaient battu tous les records d'audience. Dans le monde, il y avait 4 milliards de personnes qui avaient suivi au moins une épreuve à la télé. La moitié de l'humanité. Et je n'en faisais pas partie. Je suis désolé. J'essaierai pour ce pari-là. Je ne vous promets rien. Je m'en fous. Et là, vous voyez, eh bien, ça y est, pour Gustave, c'est le moment, c'est le jour. Ils sont 8 sur la piste, il en fait partie. Il doit y avoir des dizaines ou des centaines de millions qui sont en train de le mater en ce moment précis. Le compte à rebours est lancé et c'est parti. Là, c'est le tout pour le tout, c'est la finale du 100 mètres. Ça va durer vraiment pas longtemps en plus. Même pas 10 secondes. En vrai, vous n'avez pas le temps d'aller pisser, je suis désolé, là, c'est trop court. Et là, vous voyez, c'est un peu mal parti. Bon, il n'est pas premier du coup sur la piste, mais c'est encore possible. Un peu comme lors du championnat d'Europe en 4x100 mètres en 2014. Et c'est de là que vient ce fameux mème. Alors peut-être la Britannique est en train de craquer. Et effectivement, un peu pareil, là, notre cobaye Gustave accélère sur les derniers mètres et contre toute attente, il franchit la ligne d'arrivée dans les premiers. Mais le truc, c'est qu'il est arrivé tellement proche des autres sprinters que là, on peut pas savoir s'il est le premier, deuxième, troisième, on sait pas. Et donc, c'est pour ça qu'on va devoir utiliser le photo finish. En fait, c'est tout simplement une série de photos qui sont prises quand les sprinters franchissent la ligne d'arrivée, afin de déterminer là qui a passé la ligne et dans quel ordre. Et parfois, ça se joue vraiment à quelques millièmes. Regardez. Et bon, voilà, bref, ça s'est joué au poil de cul pour Gustave, mais ça ne change rien à son mérite. Il a gagné la course du 100 mètres. En fait, quand un athlète remporte une médaille d'or, là, c'est vraiment le sommet de la montagne, c'est l'Everest, c'est l'apogée de sa carrière. Et la remise des médailles, elle se fait toujours sur un podium. Le premier reçoit la médaille d'or, ainsi que le titre de champion olympique. Là, le stade hisse les drapeaux du pays des 3 vainqueurs et il diffuse l'hymne national du champion. Et en plus des médailles, les athlètes reçoivent une prime. Cet été, par exemple, c'est 20 000 € pour la médaille de bronze, 40 000 pour la médaille d'argent et 80 000 € pour la médaille d'or. C'est un petit dédommagement de toute la souffrance qui se sont infligées en gros. Allez gars, c'est bon, t'as souffert, allez prends ton or, prends ta thune.
Et après une première médaille d'or, les athlètes sont contactés par des marques pour faire leur pub. En gros, la marque a besoin d'une égérie, elle veut le champion qui représente les valeurs de la marque, donc elle signe avec la médaille d'or, quoi. Surtout si c'est un sport populaire. Mais bon, bref, certains athlètes tentent aussi leur chance aux JO suivants et participent à d'autres compètes. Il y en a d'autres qui prennent leur retraite ou qui continuent dans le sport en devenant coach, par exemple, genre Zinedine Zidane, vous voyez. Bref, pour espérer devenir champion olympique, eh bien, il faut réunir plein de conditions. Comme je l'ai dit, choisir le sport le plus adapté à son physique, commencer jeune. Il faut être repéré par le bon coach, être soutenu par ses proches. Il faut aussi rester motivé malgré les sacrifices et les difficultés, gérer le pic de forme, ne pas se blesser. Voilà la poiscaille. On a notre Gustave qui est arrivé au bout du bout. Bravo à lui, quoi, du coup, mais je pense toujours effectivement à la redescente. Quand vous êtes arrivé au sommet, après, il y a la marche de descente, quoi. Il y a aussi le vide, le fait de se dire, ok, après, qu'est-ce qui pourrait être plus grand que ce que j'ai fait? Mais bon, vous, pour les JO qui se préparent, ce sera quel sport qui va vous intéresser le plus? Est-ce que vous allez regarder les JO d'ailleurs? Est-ce que vous allez suivre la France? Alors, le pays francophone dans lequel vous êtes, hein, bien sûr. Belgique, Suisse, Maghreb, Québec et j'en passe. En tout cas, n'oubliez pas de passer par le lien Igral en description si vous voulez avoir 10 € à l'inscription au lieu de 3. Si vous l'utilisez petit à petit, ça va vous faire des jolies économies. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Nous, on se dit à la prochaine. Ciao.